Salam alaikum. Alors, la dernière leçon, donc la dernière vidéo d'aujourd'hui, c'est à propos du circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé. On a vu le comportement du circuit RLC en régime libre, c'est-à-dire il n'y a pas de source d'énergie, seule l'énergie stockée dans le condensateur. Maintenant, on va étudier le comportement de ce circuit lorsqu'il est alimenté par un générateur basse fréquence. C'est ce qu'on appelle le régime alternatif sinusoïdal. Bon, avant de commencer, on va rappeler que en régime sinusoïdal, les grandeurs électriques sont des fonctions sinusoïdales. Donc, pour l'intensité du courant, I de T, il s'écrit IM, c'est une fonction sinusoïdale, cosinus, oméga T, oméga c'est la pulsation, plus phi, la phase à l'origine de l'intensité. Et pour la tension, on écrit également une expression semblable, U max cosinus oméga T plus la phase de la tension U. Alors les valeurs IM et UM, c'est les valeurs maximales des grandeurs. IM, c'est la valeur maximale de l'intensité, UM, c'est la valeur maximale de la tension. Oméga, c'est la pulsation des deux grandeurs. Ils ont la même pulsation parce que l'origine, c'est le même, c'est le générateur GBF. Et phi, c'est la phase de l'intensité, c'est la phase à l'origine des dates. Également, phi U, donc, de façon générale, chaque grandeur est là, sa propre phase. Et souvent, on parle de différence de phase. La différence de phase, delta phi, entre les deux grandeurs, c'est la tension, c'est la phase de la tension, par définition, moins la phase de l'intensité. Et on peut la calculer, on peut calculer cette différence de phase à partir des courbes. Bon, mais souvent, on considère que, on choisit, c'est un choix, que à t égale à 0, l'intensité, elle est maximale, ce qui donne phi I est nul. Donc, si à t égale à 0, on considère que I0 est égal à IM, dans ce cas, on peut se débarrasser de phi I égale à 0. Ce qui fait la différence de phase devient tout simplement phi U. Eh bien, on note phi, la phase de la tension par rapport à l'intensité, donc c'est phi U moins phi I. Si phi I est nul, eh bien la phase phi, c'est la différence entre, c'est la phase de la tension par rapport à l'intensité. Cette grandeur, elle peut être soit positive, soit négative, soit nulle. Dans le cas où phi est nul, on dira que l'intensité et la tension sont en phase. Lorsque phi, bon, c'est une grandeur algébrique, donc lorsque phi est positif, on dira que la tension est en avance de phase sur l'intensité. Et lorsque phi est négatif, c'est le contraire, c'est l'intensité qui est en avance, où on dirait que la tension est en retard de phase par rapport à l'intensité. Bon, au point de vue courbe, ceci on peut le voir si on possède les courbes. Voilà, j'ai tracé des courbes. Le cas où la tension est en avance de phase sur l'intensité, vous pouvez le constater ici que la tension prend sa valeur maximale avant l'intensité. Donc on dira que la tension est en avance de phase par rapport à l'intensité. Il y a un décalage horaire. Dans le cas contraire, si l'intensité qui est en avance de phase, eh bien on va obtenir une courbe telle que c'est l'intensité qui prend sa valeur maximale avant la tension. Et dans le cas où ils sont en phase, eh bien les deux courbes prennent leur maximum en même temps, s'annulent en même temps, valeur minimale en même temps. Bon, alors pour ce déphasage, phi, comment on le calcule si on dispose des courbes? Et à partir de l'expression de la tension, donc retenez ceci, dans le cas général, on va éliminer, dans la plupart des situations, on va éliminer la phase de l'intensité, et c'est plus la peine de garder le U, ça y est, phi, ça représente la phase de la tension par rapport à l'intensité. Donc vous aurez souvent dans les exercices cette situation. Alors, à partir de cette expression de la tension,
je peux écrire UT est égal U max cosinus oméga facteur de T plus phi sur oméga. C'est-à-dire, c'est UM cosinus oméga T plus taux. Taux, c'est un décalage horaire, c'est ce décalage qui est là, le décalage horaire qui se trouve entre la tension et l'intensité. C'est-à-dire soit que U est en avance ou l'inverse. Alors, taux, c'est phi sur oméga. Comment traduire taux en phase? On sait que oméga, la pulsation, c'est 2π sur la période. Et bien, si vous remplacez, ça va devenir phi sur 2π sur la période, ce qui va donner donc la phase de la tension par rapport à l'intensité. Et bien, c'est égal 2π sur T fois taux. Alors donc, comment passer d'un décalage horaire entre les deux courbes, comment le traduire en déphasage entre les deux courbes. Alors on va faire un petit calcul ici. Donc si on vous donne dans un exercice cette courbe, eh bien on peut vous donner les sensibilités sur lesquelles on a réglé l'oscilloscope cathodique, c'est-à-dire les sensibilités verticales sur les deux voies et la sensibilité horizontale. Sinon, on peut ne pas donner les sensibilités et on peut quand même calculer phi. Alors, par exemple ici, phi en valeur absolue, c'est égal à 2π. La période t, ça correspond, c'est le nombre de carreaux entre deux maximums consécutifs ou de passages par 0 dans le même sens, donc de là à là. Alors si vous comptez le nombre des carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 carreaux, que multiplie la sensibilité horizontale, fois taux, taux c'est 1 carreau. 1 carreau fois la sensibilité horizontale. Donc même si on ne vous donne pas la sensibilité, eh bien, on peut calculer la phase. Ça fait 2 sur 8, ça fait 4. Donc phi, en valeur absolue, ici c'est pi sur 4. Donc, puisque la tension est en avance par rapport à l'intensité, eh bien, on écrit tout simplement phi égale pi sur 4, c'est-à-dire que la tension est en avance de phase de pi sur 4 par rapport à l'intensité. Là, c'est pareil, parce que le décalage c'est 1 carreau, seulement ici on va trouver phi égale moins pi sur 4. Là, ils sont en phase, on va trouver que phi est égal à 0. Donc voilà pour cette situation de décalage entre les deux tensions, les deux grandeurs électriques. Bon, alors maintenant, on va passer à l'étude du circuit RLC en régime sinusoïdal forcé. Mais avant de passer, j'aimerais bien vous rappeler que pour les valeurs qu'on va manipuler, on va manipuler l'intensité, sa valeur maximale et sa valeur efficace. De la même chose, de la même façon, on va manipuler la tension UT instantanée, sa valeur maximale et sa valeur instantanée. Vous vous rappelez, cours électricité qu'on a, que les grandeurs maximales et instantanées sont liées par la formule simple. I max, c'est égal à I efficace fois racine de 2. De la même façon, la tension maximale, la valeur maximale, et la valeur efficace que multiplie racine de 2. Bon, si l'oscilloscope permet de visualiser l'aspect de la courbe et ça permet de calculer les valeurs maximales, eh bien les appareils de mesure, ampèremètre et voltmètre, ils mesurent directement les valeurs efficaces. Donc on va passer maintenant à l'étude théorique du circuit RLC alimenté en régime sinusoïdal forcé par un générateur GBF, générateur basse fréquence, qui délivre cette tension sinusoïdale forcée. Voilà. Alors, c'est le paragraphe 2. Étude du dipôle
RLC en régime sinusoïdal forcé. Alors ce dipôle série, il va donc constituer ce circuit que vous voyez ici. Donc vous avez les trois composants, résistor, bobine. On va prendre dans une première situation la bobine sans résistance, donc bobine idéale. Condensateur de capacité C, donc qui sont branchés en série et alimentés par un générateur basse fréquence GBF qui va donc alimenter le circuit par un courant d'intensité I qui est sinusoïdal et la tension entre les bornes, bien sûr toutes les tensions seront sinusoïdales. Alors souvent on partage ce circuit en deux parties. Partie générale GBF est appelée excitateur et l'autre partie, c'est-à-dire RLC, c'est le résonateur. C'est-à-dire que ce générateur il va jouer le rôle d'un excitateur. Il va exciter le circuit en lui imposant une intensité instantanée de pulsation, donc de fréquence imposée par le générateur. Ce n'est pas comme le calibre, le circuit lorsqu'il se décharge ou il se charge, eh bien, il a une propre période, une propre fréquence. On le rappelle tout de suite, on avait une période propre de pi racine de LC et une fréquence propre 1 sur T0, c'est-à-dire 1 sur 2 pi racine de LC. Ici, non. Également, on a une pulsation propre. Rarement qu'on parle de pulsation. La pulsation, c'est 2 pi sur T0, c'est 2 pi N0. Ici, non, ce n'est pas le cas. C'est que le générateur impose une pulsation propre à lui, c'est ce qu'on a noté tout à l'heure, oméga, et il impose une fréquence. Donc, il excite le circuit. Bien, le circuit, par ses composantes RLC, il réagit, il laisse passer un courant. Donc, c'est un répondeur, si vous voulez, ou c'est un résonateur. Bon, alors, pour étudier le comportement de ce dipôle RLC série en régime forcé, bien, on a inséré des appareils de mesure en voltmètre qui mesurent les valeurs efficaces des grandeurs IT et UT. Oui. Et sachant que vous avez pour le générateur, on peut régler deux grandeurs, on peut régler la valeur maximale ou la fréquence. C'est-à-dire les deux grandeurs imposées par l'excitateur, c'est UM et N. Alors que le résonateur, il est caractérisé par les grandeurs des paramètres RLC, et bien sûr, lorsqu'il laisse passer un courant, il y a une intensité maximale. Donc on cherche le lien entre ces deux groupes de grandeur. Bon, du moment que l'excitateur il possède deux variables, alors l'étude expérimentale impose à ce qu'on garde une des deux grandeurs fixes et on fait varier l'autre. Bon, une première étude, on va garder la fréquence fixe et on va faire varier la valeur maximale. Donc, première expérience, on garde n est égal constante et on fait varier la valeur maximale, donc la valeur efficace. Alors, on trouve un certain nombre de mesures d'intensité et la réponse et la grandeur d'excitation. Et pour traduire, pour justement tirer des conclusions, on peut traduire la caractéristique U, I, ou UM, IM, c'est-à-dire comment varie IM lorsqu'on fait varier U. L'expérience donne ce résultat. C'est-à-dire que si on fait varier la tension, l'intensité varie en fixant une fréquence constante. Alors on a fait deux expériences, une pour une fréquence N1 égale 100 Hz, on a obtenu une droite de pente, donc inférieure à la pente obtenue pour une autre fréquence qui est égale à 500. Donc on a fait deux études, deux expériences qui sont semblables, c'est-à-dire on a fixé une fréquence de 100 Hz
encore une fois, une deuxième fois, une fréquence de 500 Hz. Et les résultats de mesure permettent de tracer ces deux courbes qui sont des droites. Eh bien, l'analyse de ces courbes, qu'est-ce qu'elle permet de dire? La tension divisée par l'intensité est une constante. C'est une constante. Bon, bien sûr, la constante obtenue pour la fréquence N1 n'est pas comme celle obtenue pour celle-là, elle est plus grande que celle-là. Mais c'est toujours une constante. Bien, cette constante, au point de vue unité, c'est volt sur ampère. Volt sur ampère, eh bien, ça nous rappelle l'ohm, ça nous rappelle la résistance. Eh bien, on pose ce rapport égal, au lieu de dire résistance, on va dire impédance. C'est ce qu'on appelle l'impédance du circuit. Donc, on définit l'impédance d'un circuit comme étant le rapport de la tension sur l'intensité. Et du moment qu'ils sont liés aux grandeurs maximales, donc c'est également Umax sur Imax. Voilà donc une première relation à tirer de cette étude expérimentale. C'est-à-dire que lorsque la fréquence est fixe, eh bien, le GBF, une fois il excite le circuit, eh bien, on constate que quelles que soient les valeurs de I et de U, plutôt maximale et efficace, eh bien, le rapport est une constante qui s'appelle impédance du circuit. Donc impédance, chaque circuit est caractérisé par son impédance. Impédance du circuit. Alors ensuite, on peut, alors bien sûr, il ne faut pas croire que Z c'est également la valeur instantanée divisée par la valeur instantanée. Ça, c'est complètement faux. La valeur, elle est juste pour les valeurs maximales et efficaces. Si maintenant on fait varier la fréquence, deuxième expérience, alors deuxième expérience, on garde UM constante et on fait varier la fréquence N. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, cette fois-ci, on n'obtient pas une droite, mais on obtient une courbe. Alors, je vais dégager le tableau pour pouvoir parler de cette expérience. On obtient une courbe de réponse en intensité qui est une courbe qui présente deux parties, une partie de croissance et une partie de décroissance. C'est-à-dire on obtient ceci pour différentes valeurs de résistance. Si on prend une faible résistance pour un ohm par exemple, eh bien l'expérience montre que l'intensité I croît d'abord, il prend une valeur maximale I0 pour une fréquence spécifique N0 et par la suite elle décroît. C'est-à-dire on obtient une courbe qui présente un point maximum. Quelle que soit la résistance, que ce soit la résistance faible, moyenne ou grande, eh bien, on a des courbes qui sont semblables, c'est-à-dire presque pour toutes les courbes, pour la même fréquence, la courbe passe par un maximum. Bien, cette fréquence, elle est exactement égale à la fréquence propre du circuit. C'est-à-dire N0, c'est égal à 1 sur 2pi racine de LC. Alors, ce phénomène, pour lequel l'intensité efficace passe par une valeur maximale pour une fréquence qui est égale, pour une fréquence d'excitation, est égale à la fréquence propre du circuit, eh bien ce phénomène est appelé phénomène de résonance. On dira dans ce cas que le circuit rentre en résonance ou bien il se trouve en état de résonance. Ce phénomène de résonance,
on l'a déjà rencontré en mécanique, c'était résonance mécanique, mais ici c'est résonance électrique. Bon, alors, ce phénomène, il est accentué pour une résistance faible. On dit que le sommet il est bien distingué, on dit qu'il s'agit de résonance aiguë. Mais lorsque la résistance augmente, eh bien, la valeur maximale descend et la courbe s'ouvre, sa base s'ouvre davantage jusqu'à même devenir presque illisible, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs valeurs de fréquence pour lesquelles on a le maximum. C'est ce qu'on appelle résonance floue. Donc, la qualité de la résonance, elle dépend de la valeur de la résistance. Pour une faible résistance, on dira que la résonance est aiguë. Pour une grande résistance, eh bien, la résonance peut devenir floue. Oui, ça d'une part. D'autre part, on peut distinguer ici, pour une intensité I située sur ce segment, c'est-à-dire tant que I est supérieur ou égal à une valeur I0 sur racine de 2, bien, on peut supposer que les valeurs de ces intensités sont convenables et ça correspond à une bande de fréquences, c'est-à-dire un certain nombre de fréquences. Pour la valeur I0 sur racine de 2, spécialement, eh bien, si on trace la droite passant par ce point, l'intersection avec la courbe, ça permet donc de détecter deux fréquences, une avant la résonance et une après la résonance. La largeur c'est-à-dire la différence des deux, c'est-à-dire N2 moins N1, c'est ce qu'on appelle la bande passante à moins 3 décibels de ces circuits. C'est ce qu'on appelle la bande passante ou la largeur de la bande passante. Maintenant, on va revenir à ce phénomène de résonance plus tard. On va passer à l'étude théorique. Ça serait une partie qu'on va aborder plus tard, la prochaine fois. Merci de votre attention. À la prochaine.